commencer, on va poser une petite devinette d'introduction. Quel est le rapport entre des joueurs de cartes, ici représentés par Paul Cézanne, et puis ces gens-là qui font la queue finalement pour retirer leur argent dans une banque. Ce sont des déposants, et ce qu'on voit, c'est l'illustration d'un phénomène de panique bancaire. Effectivement, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de points de discussion possibles. Pour nous, le rapport, ça va être que ces deux types de situations peuvent s'analyser par ce qui s'appelle la théorie des jeux. En quelques mots, la théorie des jeux, c'est une théorie, branche des mathématiques appliquées, qui s'applique en particulier à l'économie. On connaît par exemple les travaux de Jean Tirole, qui ont valu le prix Nobel récemment, mais aussi à d'autres domaines comme l'informatique, comme la finance, comme la biologie, etc. Que fait la théorie des jeux? La théorie des jeux va s'attacher à représenter un certain nombre d'agents avec chacun des objectifs. Donc on voit ici 4 agents avec des buts qui peuvent être ce qu'ils sont, qui peuvent être financiers, qui peuvent être les buts qui seront ceux de l'agent. On est très ouvert là-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces agents sont dans une situation qui s'appelle une situation d'interaction. C'est-à-dire que pour remplir ces objectifs, chaque agent ne devra pas agir de façon isolée, mais va s'intéresser aussi au comportement des autres agents. À partir de là, si chaque agent cherche à remplir ses objectifs, chaque agent doit s'intéresser au comportement des autres agents. Et donc la théorie des jeux va prendre cela en compte, et la théorie des jeux est à la fois une théorie du comportement de chacun des agents, mais aussi une théorie des anticipations de chacun des agents sur le comportement des autres agents. Donc c'est vraiment une théorie interactive de la décision, et c'est vraiment cet aspect interactif qui nous intéresse en théorie des jeux. Quelle va être notre façon de travailler ici? La manière de travailler, ça va être la construction de modèles, qui sont typiquement des modèles mathématiques. J'ai envie de dire volontairement simplifiés, voire parfois un petit peu simplistes. Et à partir de ces modèles mathématiques, on va travailler à des résolutions et dire la conséquence de telle hypothèse mathématique, c'est ceci ou c'est cela. Et nous allons finalement confronter ces conclusions théoriques, conclusions mathématiques, avec la réalité ou ce qu'on sait de la réalité, pour faire un retour et se dire finalement mon modèle il est certes intéressant, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose, ou on a l'impression qu'une certaine hypothèse est certainement pas la bonne, parce que les conclusions auxquelles on arrive sont pas suffisamment conformes à notre connaissance du monde réel. D'accord ? Et donc on va travailler de manière interactive entre modèles, conclusion des modèles et retour sur la réalité. Pour notre part, on va s'intéresser donc aujourd'hui au phénomène de panique bancaire et avoir en tête un dilemme qui est le dilemme d'un déposant bancaire. Donc prenons la situation d'une personne qui a une certaine somme d'argent laissée dans une banque et qui s'interroge sur la stabilité de cette banque. Alors, on peut penser que laisser ces sommes d'argent dans la banque, c'est la bonne chose à faire si la banque est stable. Ça rapporte un taux d'intérêt, ça rapporte des facilités de paiement. Finalement, c'est quand même assez bien de laisser son argent dans une banque tant que la banque est stable. Mais en revanche, si la banque risque de faire faillite, il vaut retirer son argent le plus vite possible afin d'en retirer quelque chose. Si on attend la faillite et qu'on n'est pas suffisamment protégé, on peut perdre en laissant son argent. Donc, la question que va se poser chacun des déposants, c'est celle de la stabilité de la banque. Et en fonction de ses croyances, en fonction de sa réponse à cette question, il faudra mieux soit laisser son argent, soit le retirer le plus vite possible. Alors, on va être dans plusieurs types de situations. La première situation, qui est très simple à gauche, c'est la situation d'une banque qui aurait finalement, on va imaginer dans son coffre, pour simplifier, assez de liquidités pour fournir à tous les déposants qui viendraient demander leur liquidité. Dans ce cas-là, la banque est stable, la banque ne risque pas de faire faillite. Chaque déposant se dit, la banque est parfaitement stable, il n'y a aucun risque ici. Donc, chacun se dit, j'ai intérêt à laisser mon argent. Voilà, personne ne retire son argent, la banque est parfaitement stable. La deuxième situation très simple, c'est la situation à droite. C'est celle d'une banque qui serait vraiment en faillite, ou limite de la faillite toute seule. C'est-à-dire que le moindre petit choc ferait qu'elle s'effondre. Et dans ce cas-là, chacun se dit la banque va s'effondrer, c'est très clair. Il faut tous retirer notre argent, tout le monde retire son argent, il n'y a rien d'autre à faire. Laisser son argent, ça serait vraiment une mauvaise stratégie parce qu'on sait que la banque est complètement instable. Bien. Mais en fait, dans le monde réel, on est souvent un petit peu entre les deux. On sait très bien que les banques n'ont pas tendance
en règle générale, à faire faillite toute seule. Et en revanche, si tout le monde venait à retirer son argent d'un coup, ça poserait des problèmes à beaucoup de banques. Et donc on est dans cette situation du milieu. Et là, ce qui devient intéressant, c'est que la question que se pose chacun des déposants n'est pas seulement une question sur les liquidités de la banque, mais aussi une question sur ce que vont faire les autres déposants. Prenons une situation dans laquelle chacun se dit bon, on va laisser son argent dans la banque, c'est ce qu'on fait généralement. Et à ce moment-là, on se dit ben oui, chacun se dit les autres laissent leur argent, donc la banque est stable, puisque personne ne retire son argent. Non seulement la banque a des liquidités en elle-même, mais en plus personne ne cherche à retirer ses liquidités, donc la banque ne va pas s'effondrer. Et donc on laisse son argent. Maintenant, imaginons un phénomène de panique bancaire dans lequel tout le monde retire son argent de la banque. Chacun se dit « Ah, mais tout le monde retire son argent de la banque », c'est la queue qu'on voyait dans la première image. Eh bien, la banque va s'effondrer. Moi aussi, je veux retirer mon argent. Alors ici, on est dans une situation, ce qui s'appelle d'équilibre multiple en théorie des jeux. Il y a deux possibilités, la théorie des jeux ne tranche pas, et dit si tout le monde retire son argent, tout le monde a intérêt à retirer son argent. Si tout le monde laisse son argent, tout le monde a intérêt à laisser son argent. En économie, on appelle ça un phénomène autoréalisateur, c'est-à-dire que si les agents anticipent ce phénomène, eh bien effectivement le phénomène se produit. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer le dilemme du déposant dans le cas le plus simple. On va s'intéresser surtout, et c'est ce que font mes travaux, au rôle de l'information, au fait que des agents ont des informations qui ne sont pas toujours les mêmes. Alors pourquoi les agents n'ont pas les mêmes informations? Tout simplement, tout le monde n'a pas accès à la même information. Alors vous me direz, oui, mais attention, l'information est publique. Hein, on ne veut pas surtout avoir des agents qui agissent selon de l'information privée. Il risque d'y avoir des choses illégales. Oui, certes, énormément d'informations est publique, mais tout le monde n'analyse pas la même information de la même manière. Certains vont faire attention à ce que la banque publie, certains vont moins faire attention. Et donc finalement, on revient au même point, les agents auront des perceptions différentes sur la stabilité de la banque. Donc si les agents ont des perceptions différentes, imaginons qu'il y ait des agents qui ont ce qu'on appellera des bons signaux, qui se disent que la banque va bien, on peut appeler ces agents optimistes, et puis des agents qui reçoivent de l'information plutôt négative sur la stabilité de la banque, on va les appeler les pessimistes. Dans ce cas-là, on peut tout à fait comprendre que quelqu'un de très pessimiste va souhaiter retirer son argent, quelqu'un de très optimiste va souhaiter laisser son argent, et que si on regarde une banque maintenant qui a plutôt des bonnes liquidités, ses fondamentaux sont bons, elle va générer plutôt des bons signaux, on aura plutôt beaucoup d'optimistes par rapport aux pessimistes, donc beaucoup de gens vont laisser leur liquidité. Donc on a deux phénomènes qui vont dans le même sens. Non seulement la banque a des bonnes liquidités, mais en plus, peu de gens vont vouloir retirer leurs dépôts. Donc la banque est stable. Une situation à l'opposé, où la banque aurait assez peu de liquidités, finalement va générer beaucoup de mauvais signaux. On aura beaucoup d'agents pessimistes qui vont souhaiter retirer leur argent et la banque est instable ou en risque de faillite. Et ce qu'on a, c'est que au milieu, on a un niveau limite de liquidité qui permet à la banque de survivre. C'est le niveau auquel elle va générer suffisamment de bons signaux pour qu'il y ait suffisamment d'agents optimistes qui décident de laisser leur liquidité. Donc très bien, ça c'est un modèle tout à fait intellectuellement, j'ai envie de dire, intéressant et satisfaisant. Mais ce modèle oublie de prendre en compte quelque chose qui nous semble fondamental et qu'on a vu dans les derniers exposés. C'est qu'en fait la décision d'un investisseur ou d'un déposant n'est pas une décision qu'on prend un jour, comme représenté ici, laisser son argent, retirer son argent. C'est une décision dynamique, car le monde est dynamique. L'information est dynamique. Chaque agent va avoir de l'information à n'importe quel moment sur ce qui se passe dans la banque, va lire les journaux, et si un jour on se dit que la banque est stable, eh bien peut-être que le lendemain on se dira que la banque ne l'est plus, et réciproquement. Donc on va vouloir prendre maintenant cet aspect dynamique en compte dans nos réflexions stratégiques, nos réflexions de théorie des jeux, sur la stabilité de la banque et sur le comportement des déposants. On va réfléchir en premier lieu à des déposants qui auraient tous la même information à tout moment sur la banque. C'est un petit peu ce qu'on a quand on a des traders ou des machines qui observent les mouvements des actifs financiers en temps réel. Mais imaginons pour l'exercice que tous les agents, tous les déposants réfléchissent aussi en temps réel, en information continue, de façon parfaitement coordonnée à la stabilité de la banque.
qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous avoir des bons signaux, des moins bons signaux, ici des très bons signaux. Et puis, chacun va se dire à un moment, ah, ici, on est dans une situation un petit peu dangereuse. Il risque d'y avoir un moment d'une situation dangereuse. Oui, c'est possible. Et à ce moment-là, chacun va se dire, ben, moi je préfère retirer mon argent avant les autres. C'est la bonne chose à faire. On va vouloir anticiper le fait que demain, la situation est peut-être trop risquée. Donc chacun va vouloir retirer son argent avant les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la banque va s'effondrer un petit peu avant, et encore un petit peu avant, et un petit peu avant, un petit peu avant. Et donc finalement, du fait qu'on permet à chaque agent de retirer son argent à n'importe quel moment et que tout le monde a la même information au même moment, on risque de créer un phénomène de panique bancaire. D'accord ? Et la banque va s'effondrer, c'est la prédiction unique du modèle, du moment qu'elle est à la limite d'être capable de repayer tout le monde. Si elle est capable de repayer tout le monde, elle est stable. Mais si elle arrive juste en dessous de ce niveau-là, tout le monde va vouloir retirer son argent et la banque fait faillite. Je vous parlais d'un aller-retour entre des réflexions théoriques, de modèles. Ici, on a un modèle qui est celui dans lequel tout le monde a la même information. On a une conséquence mathématique, théorique, qu'on peut mettre en équation, qui est que la banque fait faillite du moment qu'elle n'est pas capable de fournir à tous ses déposants en liquidité. Mais on a une conclusion qui n'est pas très satisfaisante, car nous savons que la plupart des banques, en effet, ne pourraient pas repayer tous les déposants s'ils venaient à retirer leur argent au même moment. Et pourtant, continuent à survivre. Donc, qu'est-ce qui nous manque dans le modèle? Si on fait la dernière flèche, si on continue la réflexion, ce qui nous manque dans le modèle, c'est la prise en compte que les agents n'ont pas tous la même information au même moment. Et donc là, on va se placer dans le cadre d'un modèle où l'information des agents est dispersée, n'ont pas tous la même perception au même moment, mais on va quand même leur permettre de retirer leur argent de façon dynamique, c'est-à-dire non seulement de décider s'ils retirent leur argent, mais aussi quand ils retirent leur argent en fonction de l'information qu'ils reçoivent au cours du temps. Donc dans ce modèle-là, on a différents agents qui ont différentes informations. Certains à un moment sont plus optimistes, certains sont plus pessimistes. Et puis finalement, ce qu'on peut montrer, c'est que c'est plutôt une bonne chose pour la stabilité. C'est plutôt une bonne chose que l'information soit relativement dispersée, car si l'information est dispersée, chacun va agir en fonction de sa propre information, mais a assez peu connaissance où ça devient très difficile d'anticiper ce que font les autres. Donc chacun va agir un petit peu en fonction de ses intérêts propres, sans forcément être coordonné avec les actions des autres agents. Et donc tout ce phénomène de coordination qui faisait que chacun retirait son argent juste avant les autres et qui finalement rendait la banque très instable, ne se produit pas ici. Donc ça, c'est les travaux que je mène en ce moment en collaboration avec des chercheurs donc, de l'université de Princeton, de Yale, qui sont des travaux donc, par essence théoriques, qui permettent de modéliser le comportement de déposants en information dynamique, qui décident quand est-ce qu'ils laissent leur dépôt dans la banque ou quand est-ce qu'ils décident de les retirer. On a un modèle, que j'ai envie de dire, qui est pour nous relativement simple, hein, qu'on résume en un nombre assez fini d'équations. Ici, 2 équations. On obtient ce qui s'appelle une équation différentielle. On montre que cette équation différentielle a une solution unique, ce qui veut dire que notre modèle a un équilibre unique, ce qui veut dire que notre modèle est capable de fournir une prédiction sur la base de la théorie des jeux. Et que nous dit cette prédiction? Elle nous dit que plus l'information est dispersée, finalement, plus la banque est stable, et plus les agents seront, j'ai envie de dire, calmes et patients avant de retirer éventuellement leur dépôt, et plus l'information est coordonnée entre agents, plus elle est corrélée, plus les agents sont nerveux et vont retirer leur dépôt tôt en risquant de créer une instabilité bancaire. Donc pour résumer ce que j'ai souhaité illustrer aujourd'hui, ce sont des travaux que je mène dans le laboratoire CREST de l'école polytechnique. De théorie des jeux, c'est mon domaine, la théorie des jeux. Je souhaite appliquer à des phénomènes économiques réels tels que la stabilité bancaire. L'intérêt de cet instrument, la théorie des jeux, par rapport à une multitude d'instruments qu'on utilise pour étudier la stabilité bancaire, et c'est vraiment tout le propos que d'utiliser une multiplicité d'approches pour traiter de phénomènes réels. La particularité de la théorie des jeux, ça va être, encore une fois, de prendre en compte le comportement stratégique des agents et leur anticipation
sur le comportement des autres agents. Donc c'est vraiment une théorie qui permet de boucler, c'est à la fois une théorie, j'ai envie de dire, de l'esprit ou de la pensée des agents, en même temps qu'une théorie de leur comportement. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de la théorie des jeux, qui, comme on le voit, s'applique de façon assez directe au phénomène de panique bancaire. Et dans ce cas-là, le message qu'on est capable de délivrer, c'est que la coordination très forte de l'information entre les différents déposants, associée à une possibilité de réaction en temps réel, peut être finalement extrêmement déstabilisatrice. En revanche, on souhaite plutôt soit que les agents puissent réviser leur action de temps en temps, on dira qu'ils peuvent peut-être retirer leur dépôt tous les jours, toutes les semaines, ou soit ils n'ont pas tous la même information, ils ne sont pas tous, j'ai envie de dire, le nez de leur Bloomberg, eh bien ça va aider à la stabilité et ça peut être une bonne chose. Donc ce ne sont pas des conclusions absolument définitives, mais ce sont au moins des pistes de réflexion qui peuvent nous aider à éclairer la question de la régulation, comme en avait parlé Jacques Biot, en nous disant que ce sont des éléments qui sont certainement à prendre en compte. Voilà, je vous remercie de votre attention.